Donc, se préparer à la transition résidentielle de son enfant, c'est quand même une étape qui est importante. Ici, je veux juste souligner la part importante de l'Office des personnes handicapées du Québec qui nous permet de réaliser ce projet de recherche-là et d'élaborer et de construire un programme pour favoriser la transition résidentielle des personnes qui ont une DI ou un TSA. Donc, euh, voilà. Donc, aujourd'hui, on va regarder un petit peu la mise en place de ce projet-là, d'où l'idée nous est venue, comment est-ce qu'on a bâti le programme et comment est-ce qu'on va aussi le rendre disponible dans les prochains mois, les prochaines années pour vous. Donc, une transition résidentielle, c'est une transition qui va être importante, oui, pour la personne, mais aussi pour ses parents. Vous avez juste à penser vous-même à votre la première fois que vous avez quitté le domicile de vos parents, la première fois que vous avez quitté le nid familial. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que vous vous sentiez à ce moment-là? Comment vous avez vécu les différentes étapes de la transition? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été significatifs pour vous dans cette période-là? Moi, je peux vous parler de mon expérience, mais moi, j'étais une jeune fille de 18 ans qui s'ennuyait, puis qui était donc ben, bien chez papa puis maman, puis qui n'avait pas le choix de quitter pour s'en aller au cégep. Et ça a été très difficile pour moi, mais mes parents m'ont soutenu, m'ont accompagné, m'ont préparée à chacune des étapes. Mais je n'étais pas toute seule dans cette transition-là. Mes parents aussi vivaient quelque chose. Ça faisait quand même 17 ans qu'ils étaient dans leur rôle de parents, qui m'accompagnaient quotidiennement. Et là, tout à coup, oups, du jour au lendemain, il allait manquer quelqu'un à la table pour souper. Il y avait personne qui reviendrait le soir après l'école. Donc, eux aussi, ils ont vécu cette transition-là. Ils ont vécu peut-être du stress, peut-être une espèce de sentiment de vide, peut-être, ma mère vous dirait qu'elle a aussi vécu beaucoup de soulagement et une espèce de «Ah, enfin, merci». Donc, le parent vient jouer vraiment un rôle primordial dans cette transition-là vers le milieu et ils doivent se préparer à ce changement-là qui est important. C'est pas un secret, hein, mais les gens qui ont une déficience intellectuelle ou qui sont autistes ont des défis à relever quand vient le temps de vivre une transition vers un milieu résidentiel. D'abord, c'est sûr que ça va être une grande source de stress hein, qui, chez certaines personnes, peut même aller jusqu'à provoquer un syndrome de stress post-traumatique. Donc, vraiment d'avoir des défis importants, puis un stress important qui va être envahissant euh, tout au long du quotidien. Les personnes peuvent se sentir dépassées, elles peuvent se sentir impuissantes dans la transition qu'elles sont en train de vivre. Parfois, à cause de certaines difficultés au niveau cognitif, elles peuvent avoir de la difficulté à comprendre toutes les étapes qui s'en viennent pour elles. Et elles peuvent avoir de la difficulté à s'adapter aux nouveaux contextes, aux nouveaux milieux, aux nouvelles demandes qu'on leur fait dans le cadre de leur transition. Tout ça, toute la nouvelle expérience, bien, ça peut générer beaucoup de stress. Ça peut accentuer un sentiment de détresse chez les personnes qui sont en train de vivre cette transition-là. Ça peut être aussi accentué par le fait que le milieu que la personne va intégrer ne répond pas nécessairement à tous les besoins, que les options vont être limitées quand vient le temps d'offrir des options résidentielles aux personnes qui ont besoin de déménager et d'avoir leur propre chez-soi. D'un côté, ils peuvent vivre ça. De l'autre côté, eh ben, il y a plusieurs personnes qui disent qu'elles veulent être indépendantes de leurs parents, qu'elles veulent avoir un propre chez-soi, mais une transition qui va être mal planifiée, mais parfois ça peut faire vivre de l'isolement social à la personne. Quand elle revenait à la maison du travail, par exemple, qu'elle pouvait discuter avec des frères, des sœurs, qu'elle pouvait discuter avec ses parents, ben, le fait de vivre seul en appartement, bien, parfois, il faut avoir la réflexion puis voir comment est-ce qu'on peut s'assurer que la personne ne vive pas de l'isolement à ce moment-là.
Le fait de manquer d'entraînement dans le fait de vivre seul. Je ne sais pas pour vous, mais moi, la première fois que je suis allée en appartement, c'est vraiment là que je me suis rendu compte de tout ce que ma mère et mon père faisaient pour moi dans la maison, quotidiennement. Donc, le fait, les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou qui sont autistes, qui déménagent pour la première fois, elles aussi vont vivre ce genre de situation-là où ils vont se rendre compte que le papier de toilette doit s'acheter au magasin, il faut le planifier à l'avance, qu'il ne se changera pas seul sur le rouleau non plus. Donc, ce sont des petits entraînements au quotidien qu'il va falloir développer avec la personne. Le fait d'être plus indépendant, ben, les personnes peuvent éprouver des difficultés à interagir aussi en société, à les retirer. Il y a plein de petites tâches que les parents parfois faisaient pour la personne et qu'elle elle doit faire pour elle-même. Toute l'épicerie, le service à la clientèle. Parfois, ben, ça prend de l'entraînement pour réussir à vivre ces différentes petites tâches-là au quotidien qu'on doit faire. Aussi, il y a d'autres personnes qui vont venir expérimenter parfois des ruptures dans le service ou le soutien qui va être offert. Si, par exemple, là, j'étais habituée d'avoir énormément de soutien d'intervenants au quotidien et que là, du jour au lendemain, je suis en appartement et je suis seule, ben, parfois, ben, je vais avoir moins de soutien, puis il y a un ajustement qui doit être fait à ce moment-là. Ce sont tous des défis que les personnes peuvent vivre à différents niveaux, mais qui se planifient, puis qui se planifient dans le temps et auxquels on peut s'adapter avec du soutien. Et les parents peuvent faciliter la transition et l'adaptation de leur enfant, ça c'est assuré. Donc, le principe directeur, hein, de cette transition-là, c'est le droit à un véritable chez-soi. C'est dans la Convention des Nations unies qui sont relatives aux droits de la personne handicapée qui a été signée en 2007. Donc, toute personne handicapée doit avoir la possibilité de choisir sur la base de l'égalité avec les autres leur lieu de résidence avec qui elles vont vivre. Elles ne sont pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier. Elles ont accès à une gamme de services à domicile pour leur permettre de vivre dans la société et de s'y insérer. C'est le droit au véritable chez-soi qui a été signé dans la Convention. C'est sûr qu'il reste d'énormes défis pour en arriver à respecter ce droit-là. Mais quand même, ça demeure un principe directeur qui est important à réfléchir dans la transition. Il y a, et malgré les difficultés que les gens peuvent vivre, ben, il y a plusieurs personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme qui disent qu'ils ont envie d'avoir un chez-soi d'abord parce qu'ils veulent aller chercher plus d'autonomie et que les autres, ils veulent avoir également plus de contrôle sur leur vie. Que parfois l'obligation de suivre certaines règles, hein, quand ils sont, par exemple, à la maison ou on vit, en communauté ou qu'on vit avec d'autres résidents, ben, l'obligation de faire certaines tâches, de suivre certaines règles, mais ça vient un petit peu entraver des initiatives qu'eux aimeraient prendre. Donc, à ce moment-là, c'est une raison de plus pour avoir, créé un propre chez soi. Il y a les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme qui vivent aussi, certains défis, mais les parents également vont rencontrer certains défis quand vient le temps de planifier la transition, résidentielle. Donc, ben, en fait, les premiers éléments, il va y avoir le bouleversement dans le quotidien. Il y a des changements. Les changements que les parents vont vivre, ben, ça peut amener différentes, attitudes, de surprotection, ou de désengagement face aux conflits, qui vont résulter en des conflits. Hem, il y a certains, voyons, je perds le fil, je m'excuse. Donc les parents ils vont ressentir une certaine tension, oui. Heu Si devant les défis, devant les appréhensions de leur enfant, parfois, les parents, ben, ils vont avoir des attitudes, où ils vont venir essayer de protéger,
hein, l'enfant de différents dangers ou différentes difficultés que la personne va pouvoir vivre. Ça peut venir nuire un petit peu à la transition, ça peut venir nuire au développement de l'autonomie de l'enfant. Parce qu'ils vont davantage voir les défis de leur enfant et ils vont mettre en place certaines attitudes pour venir pallier à ces défis-là. Et tout ça n'est pas, c'est pas fait de mauvaise foi, hein. On veut juste éviter que la personne se mette en danger et puis qu'elle vive différentes difficultés. Les parents vont également vivre certainement des sentiments contradictoires, hein, tant positifs que négatifs, hein. Ils peuvent vivre de l'inquiétude, de la tristesse, ils vont s'inquiéter que les lieux ne soient pas nécessairement adaptés. Puis en même temps, les parents peuvent vivre aussi une espèce de soulagement et puis une fierté de voir leur enfant se diriger vers un milieu de vie autonome. Il faut normaliser ces sentiments-là qui sont vécus et la préparation, ça devient la clé, hein. Heu, donc les sentiments de joie, de fierté qui sont présents chez les parents, bien, sont davantage observés chez les parents qui ont planifié cette transition-là. Donc, mon Dieu, j'ai l'impression que je défile ça. Martin, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je vais peut-être vite un peu. Non, non, c'est parfait, c'est très bien. C'est bon. Hem, donc, il y a certains défis, hein, qui sont relevés par les parents, tant dans la littérature que dans, les différentes expériences qu'on a avec nos partenaires. Donc, il y a certains défis qui nous sont partagés puis qui sont, soulignés, qui, nous inspirent nous aussi, dans, les différents thèmes qu'on aimerait aborder avec les parents qui vont participer, aux différents programmes. Donc, d'abord, il y a la, gestion du risque, hein, parce que c'est sûr qu'on veut assurer un environnement qui va être sécuritaire, mais on veut aussi favoriser l'autodétermination, puis le développement de l'autonomie, puis de l'indépendance, chez la personne. Donc, trouver l'équilibre, ça demeure un défi qui va être important. Puis, j'ai une belle image pour, illustrer ça, mais c'est comme si on avait une fleur, dans un pot qu'on affectionne particulièrement et qu'on la met, sous une bulle de verre. Mais c'est sûr que si, je la protège, dans ma bulle de verre, je peux avoir l'impression que je la protège, mais peut-être que je l'empêche, de recevoir l'eau de la pluie, pour qu'elle puisse grandir. Peut-être que je l'empêche qu'elle reçoit trop, ça devient trop chaud à l'intérieur de la bulle de verre et que finalement je nuise à ma plante plus que je la protège. Donc, c'est toujours d'essayer de trouver, l'équilibre entre la surprotection et la protection. Ça ne veut pas non plus dire, plus rien faire, parce que, bon, la personne, elle est rendue dans son appartement. Parfait, elle est rendue, j'ai plus besoin de m'en soucier. C'est plus de trouver l'équilibre entre surprotéger et protéger pour, assurer la sécurité. Il y a d'autres thèmes aussi qui sont abordés, entre autres, l'intimité, les relations affectives. Donc ça va, c'est une préoccupation qui va être importante chez les parents, bien qu'on comprenne que la personne ait, besoin d'intimité, ben, comment est-ce que ça peut s'articuler, au quotidien et puis comment est-ce que je peux en prendre compte, dans les interventions qui sont faites auprès de mon enfant? Ça aussi, c'est des thèmes qui sont importants de réfléchir. On a également la communication. Donc, maintenant et le changement des rôles, moi, c'est 2 thèmes qui, s'imbriquent un dans l'autre, hein, mais maintenant que je suis, le parent d'un adulte qui vit en appartement, de manière autonome, quel est mon nouveau rôle? Comment est-ce que je l'aborde avec lui? Quand l'enfant était à la maison, bien, c'est sûr que, des rôles très quotidien où on assure les différentes tâches, on doit le nourrir, le loger, on doit s'assurer qu'il est habillé.
Tandis que le rôle d'un enfant maintenant rendu adulte, qui est en appartement supervisé ou qui est en appartement autonome, il y a certains changements qui s'opèrent, puis il faut réfléchir à ce nouveau rôle-là. Comment moi, comme parent, je vais, agir et communiquer auprès de mon enfant. Donc, c'est sûr que l'assistance dans les activités de la vie quotidienne, ben, elles vont être, partagées avec, d'autres personnes, dans les cas d'appartements supervisés, entre autres. La responsabilité d'éducation, elle va être également, partagée. Je vais peut-être offrir davantage de soutien, d'écoute. Je peux aiguiller au niveau des différentes solutions quand la personne rencontre un problème. Et puis, il y a encore des rôles qui vont changer au niveau de la stabilité puis de la défense, des droits chez les personnes qui, ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Martin, as-tu ouvert ton micro pour, intervenir ou tu l non? Non, c'est bon, je C'est te bon, laisse je n'étais pas terminer. certaine, c'est bien correct. Les études aussi nous disent que les parents qui ont des attentes qui sont plus élevées à l'égard, de leur enfant, ben, ils sont plus susceptibles de leur donner des responsabilités à la maison et de développer les différentes, capacités de la personne. Donc, voilà, donc la manière que les parents vont percevoir leur enfant, si on voit leurs forces et qu'on s'appuie sur leurs forces pour pouvoir, développer leurs capacités à, évoluer dans leur nouvel appartement, bien, ça demeure des pratiques, qui sont prometteuses pour, la transition. Donc, tout ça pour dire qu'il existe vraiment un grand besoin d'accompagnement au niveau de la transition parce qu'au niveau des services gouvernementaux, si un parent demande de l'aide parce qu'il trouve la transition difficile, naturellement que le CIUS ou le CIS de votre région pourra vous soutenir, mais à notre connaissance, on avait peu de programmes d'intervention ou de soutien qui étaient mis en place pour prévenir les difficultés puis faciliter cette transition-là auprès, des parents en particulier. Il y a des auteurs également qui suggèrent que de mettre en place un programme, d'accompagnement pour les parents, bien ça permet de favoriser et de soutenir la transition résidentielle de leur enfant. Donc, c'est un petit peu la prémisse, qui nous a amenés à vouloir développer, hem, le programme, avec, certains partenaires de la région. Martin, je te laisse continuer sur, les différentes étapes, du développement du programme. Oui, certainement, en fait. Puis, la deuxième partie, en fait, partant de cet enjeu-là où on se dit, bon, les parents vivent des choses pendant la transition résidentielle de leur enfant, comment on les accompagne à bien vivre cette transition-là, puis de cette façon-là aussi à mieux soutenir, en fait, leur enfant. On développe en concertation avec l'organisme J'ai mon appart, qui est du côté de Shawinigan, en fait, ce projet-là, qui est vraiment un projet où on cherche à offrir un accompagnement aux parents. Je vais y passer une question dans le chat, puis on y reviendra tout à l'heure, mais effectivement, quand on pense la transition, on pense parfois on pense en fait, quand c'est possible, les enjeux que vont vivre la personne qui transite, mais comme Sarah le décrit, les parents vivent aussi toutes sortes de choses. Donc, 4 éléments, en fait, qui nous ont guidés dans le développement du programme que je vous présente là. D'abord, l'idée d'autodétermination. Parce que c'est ce juste équilibre à trouver entre mon enfant qui a maintenant son domicile, donc j'accompagne malgré tout pour ses besoins. Donc, assurer finalement qu'il puisse avoir une vie, qu'il puisse exercer du contrôle sur son quotidien. Et en même temps, bien, cette volonté-là de le protéger, d'éviter en fait qu'il se retrouve en difficulté. Donc, tous les enjeux de sécurité que Sarah nous a décrits, ça devient un élément assez central. L'idée de participation sociale. On ne veut pas non plus que les parents se désengagent. On veut que les parents continuent d'être présents dans leur vie de leur enfant à la hauteur qu'ils le souhaitent, bien évidemment. Mais en même temps, ce qu'on souhaite, c'est aussi que cet adulte-là, finalement, qui accède à un chez-soi, ben, puisse aussi participer dans sa communauté, donc assumer des responsabilités, prendre une part active à la vie de la communauté. Donc, la question de la participation sociale est importante. Quand on parle de milieu de vie autonome, bon, ça, on en a parlé à différents moments, mais l'idée aussi, c'est de se dire que si je vis chez moi,
Donc, l'appartement de mon fils ou l'appartement de ma fille, ce n'est pas une extension de ma propre maison. C'est son milieu de vie à lui, c'est son milieu de vie à elle. Donc, comment est-ce que j'assure le fait que ça reste son milieu de vie et peut-être qu'il y aura des choses dans ce milieu de vie-là qu'elle fera, des choix qu'elle fera, qui ne seront pas nécessairement les choix que moi j'aurais faits. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes standards d'entretien ménager, peut-être qu'on ne mange pas la même chose, peut-être que la décoration du lieu, c'est peut-être pas ce que j'aurais souhaité, mais il y a quelque chose qui lui appartient, en fait. Puis comment je viens démarquer cet aspect-là? Au niveau de la théorie de programme, en fait, là, ça, très rapidement, notre volonté, c'est vraiment de dire on propose une démarche où on accompagne les parents à travers ces différents enjeux. Donc, peut-être Sarah m'amener au prochain. Donc là, 3 grands objectifs qui nous guident. On a commencé en fait cette étape-là d'élaboration du programme. Donc, c'est-à-dire là, on a eu 2 premières rencontres avec les parents qui, pour nous, étaient des rencontres un peu préparatoires au développement de ce programme-là qui nous ont permis d'aller cerner les enjeux. Et avec ce que Sarah a présenté juste avant, bien, il y a vraiment une cohérence aussi qu'on voit chez les parents. C'est-à-dire qu'il y a je dirais, il y a des éléments, en fait, une frénésie hein, quand la transition est là. Il y a des choses à penser, il y a des meubles à acheter, il y a des choses à planifier de façon très concrète, très pratique. Puis en même temps, bien, les parents aussi peuvent vivre des fois des émotions contradictoires. C'est-à-dire sentir que c'est la bonne chose à faire, en même temps avoir peur un peu pour la suite des choses, donc être heureux et triste à la fois. Donc ça nous a permis vraiment d'identifier les thèmes puis de venir confirmer un peu un certain nombre de thèmes qui ressortent, hein, les thèmes de l'intimité, des relations affectives, la communication, l'autodétermination, tout ça, c'est des thèmes qui ressortent. Et là, on en est à l'étape de mettre à l'essai le programme, comme je disais, donc avec les parents de l'organisme J'ai mon appart, qui sont en train de vivre cette transition-là avec leur enfant, puisque c'est un modèle, en fait, d'appartement supervisé qui va être opérationnel dans les prochaines semaines. Donc, c'est dire que c'est des adultes, jeunes et moins jeunes, qui sont en train de transiter pour aller vivre dans ce nouveau milieu de vie-là. Et le troisième point qui est important, puis là, je vous ouvre dès maintenant la porte, c'est-à-dire que pour nous, on fait une première expérimentation de ce programme-là. On veut le mettre dans une forme ensuite qui va être transférable. Et là, je vois beaucoup de parents qui sont là, qui sont impliqués dans différents projets, donc dans différents projets résidentiels, par exemple. Notre souhait aussi, c'est ensuite de pouvoir rendre disponible ce programme-là pour qu'il puisse être animé avec des groupes de parents, par exemple, qui sont eux-mêmes engagés aussi dans la transition résidentielle de leur enfant. Donc, s'il y a des gens qui ont cet intérêt-là de dire, ben nous, ça pourrait nous aider, venir nous appuyer dans ce qu'on, les parents, en fait, de notre organisation ou les parents auprès avec qui vous travaillez, ben éventuellement, là, rendu l'automne prochain, puis on va être capable, on va être rendu à cette étape-là, de pouvoir proposer le programme à d'autres groupes, en fait, qui voudraient s'en inspirer, qui voudraient l'utiliser pour accompagner cette transition résidentielle. Donc, peut-être m'amener au suivant. Donc, comme je disais, ben, il y a tout le volet de la recension d'écrit. Donc, il y a vraiment une littérature qui est intéressante là-dessus. Puis, Sarah donnait des exemples de vie personnelle. Il y a quelque chose, en fait, à partir du moment où on est parent, notre enfant quitte la maison, qu'il soit en situation de handicap ou pas, on vit toutes sortes de choses. Donc, il y a des enjeux de transition qui sont là. Le temps, notre utilisation du temps comme parent, comment je vais occuper ce temps-là, mon enfant qui était là, qui n'est plus là nécessairement, comment est-ce que je vais m'adapter à ce changement-là? Donc, il y a l'adaptation de l'enfant, mais il y a l'adaptation du parent. Les parents qui ont des enfants en situation de handicap, je ne vous apprends rien, toute l'énergie que vous avez mis auprès de votre enfant, votre engagement, votre présence, bien, quand cet enfant-là quitte le domicile puis se retrouve dans un autre milieu de vie, des fois, le sentiment de vide, la remise en question de son rôle, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, qu'est-ce qui va se passer, quel rôle je prends auprès de lui, c'est un enjeu qui est important. Il y a un déséquilibre qui est vécu pour vos enfants, mais il y a un déséquilibre que vous pouvez vivre aussi. Donc, c'est pour ça qu'on voulait utiliser, bon, quand on parle des savoirs expérientiels, on est allé voir beaucoup de parents dans les dernières années aussi. Il y a eu beaucoup d'interventions qu'on a fait auprès des parents. Donc, on a un peu ramassé tous ces thèmes-là pour réussir, en fait, à proposer cet accompagnement-là. Puis l'accompagnement, en fait, c'est un accompagnement qui est en groupe, de façon à permettre à chacun des parents aussi de pouvoir partager puis échanger sur comment ils vivent cette transition-là,
comment ça se passe pour chacun des parents, permettre d'échanger autour de leurs préoccupations, mais en même temps, et c'est ce qu'on est en train de préparer pour nos prochaines rencontres, d'aborder des éléments clés, des thèmes clés. Le thème, par exemple, de la sécurité. Comment est-ce que je perçois la sécurité de mon enfant? Est-ce que mon enfant il doit me texter quand il rentre chez lui, par exemple, tous les soirs pour que je sois sûr qu'il est dans son appartement? Comment je vis avec le fait que je ne sais peut-être pas toujours où il se trouve? Comment je vis avec le fait, par exemple, qu'il reçoive des gens chez lui, qu'il fasse des sorties de façon autonome, qu'il utilise le transport en commun, peut-être sans moi? Et par exemple aussi, comment est-ce que je viens partager les responsabilités et le soutien à mon enfant avec d'autres personnes qui sont peut-être des professionnels ou qui sont peut-être d'autres personnes qui sont impliquées auprès de lui. Donc, tout ce volet-là qu'on appelle de l'expérience, des savoirs expérientiels, on en a vraiment fait quelque chose qui est au cœur parce qu'entre parents, vous avez cette capacité-là souvent à vous dire des choses puis à vous comprendre parce que vous avez une réalité qui, oui, est différente, mais vous vous rapprochez sur plusieurs points d'expérience. Donc, peut-être aller à la prochaine diapo, Sarah, s'il te plaît. Donc, là, à ce moment-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on met en œuvre ce programme-là. La façon de faire aussi, c'est qu'après avoir complété le programme, on va aller rencontrer de façon individuelle aussi chacun des parents pour voir qu'est-ce que ça leur a apporté, comment ils ont vécu cette transition-là, comment est-ce qu'on leur a proposé comme rencontre est venue les appuyer ou pas, hein? On ne peut pas présumer de rien, là, pour être capable ensuite de pouvoir ajuster ça par des entretiens en fait qu'on va faire avec les parents pour ensuite être capable finalement de rendre disponible le programme, comme je le disais, mais on veut vraiment s'assurer aussi que les parents ont pu vraiment tirer des bénéfices, mais quel type de bénéfices également qu'ils ont pu tirer de ce programme-là. Donc, en termes de mise en forme, et ça, pour moi, c'est important aussi, ce qu'on va faire en sorte, c'est que le programme puisse être disponible gratuitement. Donc, on va le mettre dans un format pour le rendre disponible au plus grand nombre. Donc, évidemment, on est en 2022, donc on va le mettre en ligne de façon à ce que les gens puissent vraiment se l'approprier, puis puissent aussi avoir accès à un soutien, donc c'est-à-dire qu'il puisse y avoir aussi quelque chose qui va venir appuyer les gens qui animent ce programme-là, donc une capsule qui présente les grands enjeux que les parents vivent pendant la transition résidentielle de leur enfant, les enjeux qui sont liés à l'accompagnement des parents, comment le faire, puis comment le programme peut être utilisé en fait pour venir soutenir cet accompagnement. Donc, c'est sûr que ce qu'on souhaite en fait, quand on est une personne autiste ou une personne qui a une déficience intellectuelle puis qui transite, évidemment, on accompagne les parents, on accompagne, je vais répondre à la question aussi qui vient de se présenter, on accompagne les parents, on accompagne aussi, évidemment, il y a un accompagnement des parents, mais dans l'optique, en fait, que les parents vivent bien ce rôle-là, mais que le succès, que la transition résidentielle soit aussi optimale pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou autistes. Donc, c'est sûr que ça, pour cet aspect-là est très important. Donc, ce qu'on veut aussi, c'est faire en sorte que chacun puisse se sentir aussi en contrôle. On revient souvent avec la question d'autodétermination, mais si moi, comme parent, je me sens dépossédé de mon rôle ou comme adulte qui transite vers un nouveau milieu résidentiel, j'ai l'impression que je ne contrôle pas ce qui m'arrive, mais c'est la qualité de vie de tout le monde qui est impactée négativement. Donc, on veut s'assurer aussi de venir soutenir en fait cette perception-là que j'ai du contrôle, j'ai du pouvoir, je sais où je m'en vais. Ce qu'on veut aussi, c'est donner une solution concrète, en fait. Parce que par le programme, c'est aussi une façon de dire on va proposer quelque chose de concret pour aider, en fait, cette démarche-là, puis s'assurer d'une participation sociale qui est optimale. La question, en fait, qui était posée, puis je me permets d'y répondre tout de suite parce que je trouve qu'elle est très appropriée. Donc, quelqu'un disait, est-ce que c'est juste la transition vers un appartement supervisé ou c'est aussi la transition, par exemple, versus ressources intermédiaires? Dans le cadre de ce projet-là, on est allé davantage vers des milieux de vie qu'on qualifie de plus autonomes où la personne va vivre de façon plus indépendante. Par contre, le souhait, puis à travers ce qu'on est en train de développer, ce qu'on se rend compte, c'est que la plupart des thèmes sont des enjeux, peu importe la transition. Si mon enfant quitte la maison pour aller vivre en famille d'accueil ou mon enfant quitte la maison pour aller vivre en ressources intermédiaires ou ailleurs, il y a aussi des enjeux de transition comme parent. Il y a quelqu'un, par exemple, si on prend l'exemple d'une ressource intermédiaire, bien, il y a un milieu qui accueille mon enfant maintenant. Ce milieu-là joue un nouveau rôle. J'ai peut-être les mêmes préoccupations au niveau de sa sécurité, le partage des responsabilités avec ce milieu-là. Donc, en ce moment, on l'expérimente dans un contexte de transition vers un appartement supervisé. Mais le programme en tant que tel
si des gens souhaitent s'en inspirer puis l'utiliser dans un contexte de transition vers une ressource intermédiaire, ressource de type familial ou un autre milieu, bien, on pense que ça pourrait être tout à fait pertinent. Mais c'est sûr que dans un temps 2, dans un temps 3, on voudrait aussi s'assurer de l'adapter ou d'apporter les ajustements s'il y a des ajustements à apporter pour que ça soit possible en fait de l'utiliser aussi dans ce contexte. Donc, bon, évidemment, pour la pratique, pour ceux qui ont accompagné des parents, bien, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils soient mieux outillés. Peut-être Sarah m'amener à la prochaine diapo. Pour l'ensemble de la société, évidemment, là, je vais passer par-dessus ça, mais c'est vraiment dans l'optique de dire si on veut créer véritablement une société inclusive où toutes les personnes en situation de handicap ont accès à un véritable chez-soi, il faut penser à accompagner ces transitions-là et pas seulement la transition pour les personnes elles-mêmes, mais la transition aussi que vivent ceux qui entourent cette personne-là. Et c'est sûr que sur le plan de la recherche, je ne vous cacherai pas qu'un grand défi pour nous, en fait, c'est toujours de faire en sorte que les connaissances qui sont disponibles en recherche se transforment en outils concrets, en outils pratiques pour venir accompagner et servir les gens directement concernés. Donc, c'est une chose de connaître la réalité, les besoins des parents, par exemple, pendant cette transition-là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait pour mieux accompagner cette transition-là? Dans notre cas, le choix qu'on a fait, ça a été de dire, on va développer un programme pour accompagner les parents pendant cette transition-là. Donc, voilà un peu ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Puis, l'intérêt de vous le présenter, parce que c'est un projet qui est en cours de développement, c'est aussi de pouvoir vous entendre sur votre réalité, évidemment, pendant cette transition-là, les besoins, mais aussi déjà d'anticiper si parmi vous, il y a des groupes qui disent, ben nous, ce programme-là serait intéressant pour ce qu'on vit, ce qu'on est pour accompagner les parents, parce que oui, c'est vrai que la transition de nos enfants, ce n'est pas toujours facile, puis comme parents, on a aussi des besoins. Ben, nous, on veut être à l'affût de ces opportunités-là pour vous faire connaître le programme, mais aussi dans tout le processus de développement puis de validation du programme, aller chercher des avis, votre perspective par rapport à ce qu'on aura développé. Donc, voilà ce qu'on voulait vous présenter. Fait que je pense que si tu es d'accord, Justine, on pourrait passer